Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue dans notre série de visioconférences sur la thématique l'autisme, regard croisé sur l'autisme pour notre campagne de sensibilisation à l'autisme et notre opération Chaussettes Bleues virtuelle. À travers différents regards, nous allons aborder la thématique de l'autisme et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thérèse Lucas pour, comme thème, le décret des aménagements raisonnables. Thérèse Lucas, chargée de mission à la direction de l'enseignement obligatoire pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes psychologue de formation. Vous avez réalisé toute votre carrière professionnelle dans l'enseignement. Vous vous êtes aussi formé au processus d'apprentissage aux troubles neurodéveloppementaux et en particulier à l'autisme. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis là avec beaucoup de plaisir. J'ai entendu les autres conférences et je pense que ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui aux parents va pouvoir les éclairer. Je vais effectivement aborder le décret aménagement raisonnable et essayer de comprendre en quoi est-ce que ce décret peut changer les choses pour les élèves porteurs d'autisme, à quoi il faut être attentif et quelles sont les difficultés rencontrées par les écoles. Alors, je vais présenter un PowerPoint pour être très structuré et pour que les parents puissent réellement suivre chacune des étapes de la présentation. Merci. Donc, bonjour, je vais aborder avec vous, parents, la question du décret aménagement raisonnable, entrée d'application en septembre 2018, et essayer de comprendre avec vous ce qu'il peut apporter au parcours scolaire des élèves porteurs d'autisme. Alors, mon angle d'analyse, il est un peu particulier. D'abord, cette réflexion, je l'ai menée tout au long de ma formation universitaire relative à l'autisme, que j'ai fait dans le cadre du certificat interuniversitaire à l'ULB. Je faisais partie de la première fournée. Et voilà, j'ai appris énormément de choses et mon mémoire a été consacré au parcours scolaire des élèves porteurs d'autisme. Mais cette formation, elle est en lien avec une longue pratique professionnelle. J'arrive au bout de ma carrière professionnelle et elle est en lien aussi avec un parcours personnel. La question de départ de mon travail de fin de formation était: est-ce que les élèves porteurs de troubles du spectre autistique ont leur place dans l'enseignement ordinaire? Et je me suis penchée sur la littérature et j'ai constaté que du diagnostic aux pratiques pédagogiques dans la classe, il y avait tout un itinéraire à construire et je dirais presque à inventer. Mais je vais peut-être commencer mon exposé de manière un tout petit peu plus personnelle. Je vous ai dit que cette formation faisait écho et venait éclairer un parcours personnel. En juin 1994, mon fils Antoine a 4 ans et il se fait exclure de son école maternelle. Et le directeur de l'époque me dit avec beaucoup de conviction: mais madame, il est ingérable, il relève de l'enseignement spécial, vous comprenez? Eh bien non, je ne comprenais pas du tout, parce que je suis psychologue de formation, parce que je connais l'enseignement, je travaillais dans l'enseignement, et je ne voyais pas à quel endroit dans l'enseignement spécial à l'époque il pouvait aller, et surtout, je trouvais que cet enfant pouvait être déconcertant, mais qu'il avait un potentiel d'apprentissage et qu'il avait énormément de ressources. Mais rien eu à faire. Et donc, en même temps qu'un travail de rééducation très intensif a commencé, un travail de rééducation à raison de 3 demi-journées par semaine, nous sommes allés vers une autre école. Et nous avons rencontré un directeur qui a dit: je vais avancer avec vous. Et fin septembre, ce directeur recevait une délégation de parents dans son bureau qui exigeait le départ d'Antoine, en disant: cet enfant ne peut pas rester dans la classe de nos enfants. Et ce directeur, que rien n'obligeait à l'époque, on est en 1994, il n'y a aucun texte qui sont encore écrits, ce directeur dit aux parents: notre projet pédagogique, c'est de faire une place à tous les enfants. L'enfant est suivi, nous collaborons avec les parents, mais moi, je ne retiens personne. Et 2 parents ont mis leur menace à exécution, 2 enfants quittaient la classe,
mais Antoine a pu rester. Et à la fin de mon exposé, je vous donnerai la fin du parcours scolaire d'Antoine. Mais voilà, un petit détour. Et donc, mon analyse, elle sera basée sur 4 questions. La première question sera la question du droit. Que dit la législation par rapport au parcours scolaire de nos enfants? Comment a-t-elle évolué et où en est-on maintenant? Et j'essaierai de mettre avec vous le doigt sur un paradoxe. L'école inclusive comporte un paradoxe en elle-même et c'est important que nous soyons conscients de ce paradoxe pour favoriser la communication avec l'école. Dans un deuxième temps, nous aborderons la question du diagnostic, puisque ce décret impose que les parents remettent un diagnostic à l'école. Et on va voir que le diagnostic n'est qu'une porte qui s'ouvre, une charnière entre l'univers médical, paramédical et l'école, et que tout reste à construire. Ce sera l'objet de la troisième partie. Comment traduire un diagnostic en pratique pédagogique? Et j'ai eu la chance dans mon parcours d'enseignante et dans mon parcours de mère de trouver un ouvrage qui date de 2002 de Peter Vermeulen, dont je vous parlerai. Cet ouvrage-là a été mon phare pendant la suite du parcours scolaire de mon enfant. Et nous poserons la question des aménagements raisonnables transversaux. Est-ce qu'un enseignant peut mettre en place dans sa classe des aménagements qui s'adressent à l'ensemble des enfants? Et puis, j'aborderai, si nous en avons le temps, la question des pôles territoriaux, qui a été rapidement évoquée par Nicole Grévis. Quelles sont leurs missions et où en sommes-nous aujourd'hui, en avril 2021? Et donc, commençons par la question du droit. L'obligation scolaire, elle date de 1914. Et le législateur a bien pensé qu'il pouvait y avoir des élèves un peu différents. Et donc, il a créé des classes annexées pour, c'est écrit comme ça dans le texte, pour débiles mentaux. Et il crée un certificat pour les enseignants, un certificat pour le suivi des élèves anormaux. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes à l'époque. Mais très clairement, ces classes annexées sont restées lettres mortes et ce sont les parents qui ont fait pression pour que leurs enfants porteurs de handicap aient accès à la scolarité. Et ces pressions pendant les années 50-60 ont permis qu'en Belgique, on crée l'enseignement dit à l'époque spécial. Et la Belgique a été considérée comme pionnière de pouvoir mettre comme ça sur pied un enseignement qui rencontre les difficultés d'élèves porteurs de handicap. Et cet enseignement s'est organisé en 8 types différents, de telle manière qu'on puisse aller au plus proche possible des difficultés rencontrées par ces enfants. Et donc, en Belgique, on a créé 2 formes d'enseignement malheureusement cloisonnées. Il y a eu l'enseignement ordinaire et à côté de l'enseignement ordinaire, on a créé un autre enseignement pour les enfants porteurs de handicap. Et c'est bien ça, c'est ce cloisonnement qui est remis en cause. 8 types d'enseignement. Le type 1 pour les déficiences légères, le type 2 pour les déficiences modérées et sévères, le type 3 pour le problème de comportement, le type 4 pour le handicap moteur, le type 5 très particulier. Je ne m'étendrai pas, mais c'est une ressource. Pour les maladies de longue durée, les enfants qui vont à l'école à l'hôpital ou à l'école à domicile, avec le soutien d'enseignants qui font la navette entre le lit de l'enfant et l'école. Le type 6, le handicap visuel. Le type 7, le handicap auditif et les problèmes de langage. Le type 8, les problèmes instrumentaux, tous les troubles de 10. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Qu'il n'y a pas de type spécifique pour les élèves porteurs d'autisme. Et on peut se dire en 1970 et 78, ça peut avoir du sens. On parlait très très peu d'autisme à cette époque-là, il y a 50 ans. Hein.
Par contre, et Nicole Grévis en a parlé, dès 1988, on a introduit la méthode TEACH dans l'enseignement spécialisé de type 2 ou de type 3 pour aller à la rencontre des élèves porteurs d'autisme. Par contre, les voisins du Nord, la Flandre, en 2015, a créé l'enseignement de type 9 pour les élèves porteurs d'autisme sans déficience intellectuelle. Et 4 ans plus tard, on constate que cet enseignement de type 9 compte déjà près de 10 000 élèves. Et si on se réfère à la prévalence de l'autisme, ça veut dire qu'en Flandre, tous les élèves porteurs d'autisme ont reçu un diagnostic leur permettant d'entrer dans le type 9. Ce qui est intéressant, j'entendais Nicole Grévis qui disait ça ne fonctionne plus ou moins bien, on ne sait pas trop. Je voudrais dire, tout dépend toujours des personnes que l'on a face à soi. Donc, il y a les textes légaux et il y a les personnes. Toutefois, il faut se rendre compte que le MDécret a permis aussi que des élèves qui ont reçu une orientation vers le spécialisé peuvent rester dans l'ordinaire et bénéficier d'un curriculum individuel adapté, c'est-à-dire un ajustement de la grille horaire qui leur permette de suivre des cours où ils sont à l'aise et peut-être de reporter à plus tard ou de ne pas avoir d'autres cours, et ils sont certifiés sur base des cours qu'ils ont suivis. Et ça, c'est un verrou qui est resté fermé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, au nord du pays, être de type 9 et être dans l'ordinaire avec un curriculum individuel adapté est une possibilité qui a amélioré le quotidien de beaucoup d'adolescents porteurs d'autisme et de beaucoup de familles donc. En Belgique francophone, rien n'est prévu pour les élèves porteurs d'autisme dans l'enseignement ordinaire. Alors, je disais tout à l'heure, 2 formes d'enseignement totalement cloisonnées, et ce cloisonnement a été remis en cause progressivement par des mouvements internationaux et des textes internationaux. Et le premier, c'est en 1994 la déclaration de Salamanque, en Espagne, qui affirme le droit à l'éducation de toute personne. Et cette déclaration de Salamanque a un effet sur notre enseignement en Belgique francophone. Et dès 1995, on voit se réaliser et se formaliser les premières intégrations pour les élèves de type 4, 6 et 7, c'est-à-dire des élèves de l'enseignement spécialisé qui vont aller vers l'enseignement ordinaire en bénéficiant du soutien de personnes du spécialisé qui viennent les soutenir dans la classe de l'ordinaire. En 1995. 1997 est une date fondamentale pour l'école francophone. C'est le moment de la promulgation du décret mission, qui est refondu depuis septembre 2020, je dis bien, dans le Code de l'enseignement. Et ce décret mission, pour la première fois, a donné à l'école des missions autres que la transmission des connaissances et de compétences. Et elle donne 4 objectifs généraux à suivre sans hiérarchie. Et si on lit ces 4 objectifs, promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chaque élève, amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences, préparer tous les élèves à devenir des citoyens responsables et surtout le dernier, assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Et donc ce décret mission comportait en lui le cadre nécessaire à la mise en place d'une école inclusive. Et tous les autres décrets, le décret intégration de 2009, le décret aménagement raisonnable de 2017, sont en fait des outils qui permettent de rencontrer ces 4 objectifs-là. Deuxième texte international très important, la Convention des droits des personnes handicapées, la CDPH, de 2006, signée par la Belgique en 2007, ratifiée en 2009,
ratifier, ça signifie que la Belgique s'engage à ajuster sa législation nationale et communautaire. Et donc, en 2009, le décret intégration est promulgué et il élargit à d'autres types, le type 1, 2, 3 et 8, cette possibilité pour des élèves de rejoindre l'ordinaire ou bien d'y rester en étant soutenus par des professionnels du spécialisé. Alors, ce qui est très frappant quand on lit ce décret, c'est qu'au sein du même décret, on crée dans l'enseignement spécialisé des classes à pédagogie adaptée pour les élèves en situation d'autisme, atteints d'aphasie ou de dysphasie ou de polyhandicap. Et donc, ce sont ces fameuses classes TEACH introduites progressivement et de manière expérimentale en 1988, qui sont coulées dans un décret en pédagogie adaptée pour des élèves porteurs d'autisme. Et quand on regarde ces trois types de handicap, autisme, aphasie, dysphasie, polyhandicap, c'est à chaque fois la communication et quelque part le langage qui est altéré et qui implique qu'on doive mettre en place une pédagogie adaptée. Alors on pourrait se dire que puisqu'il y a des intégrations, les élèves vont rejoindre davantage l'enseignement ordinaire et que l'on va décloisonner. Et de fait, entre 2009 et 2019, il y a une augmentation exponentielle du nombre d'intégrations. Et quand je dis exponentielle, il y en avait 500 la première année, il y en avait plus de 9000 en 2019. Et donc, c'était une aide qui est apportée aux élèves individuellement. Ça représentait une telle grande quantité d'élèves qu'à un moment donné, il a fallu se dire, on doit peut-être penser les choses autrement. Mais je fais quand même une toute petite remarque au fait que pour les élèves de type 2, donc handicap modéré et sévère, il y a 90 élèves qui ont bénéficié d'une intégration dans l'enseignement ordinaire, dans le maternel et dans le fondamental, dans le secondaire. Et donc, cette intégration n'est pas encore pour tout le monde. Et ça, je vous ai dit, c'est tout le paradoxe de l'école inclusive, mais je vous dirais bien de la société inclusive. C'est que quand on pense école inclusive, on pense deux objectifs en même temps, mais qui sont en tension l'un avec l'autre. D'une part, on dit il faut donner à cet enfant particulier sa place entière dans une classe ordinaire, il ne faut pas le stigmatiser, il ne faut pas le mettre à l'écart. Mais en même temps, on dit qu'il faut aller à la rencontre de ses besoins spécifiques et lever les obstacles à l'apprentissage. Et cette tension-là, elle va être source de tension entre la famille et l'école. Vraiment. Et on va y revenir. Et donc la question, c'est où placer le curseur entre ces deux objectifs en tension? Et l'on constate que les parents et l'école ne le mettent pas vraiment au même endroit. Et donc, c'est la quadrature du cercle avec laquelle il faut vivre et avec laquelle il faut réfléchir au jour le jour. Et donc, on aurait pu se dire qu'avec le décret intégration, le nombre d'élèves dans l'enseignement spécialisé allait diminuer puisqu'ils pouvaient rejoindre l'enseignement ordinaire. Et non, pas du tout. Et on constate une augmentation très importante du nombre d'élèves orientés vers le spécialisé entre 2004 et 2019. Et non seulement le nombre d'élèves augmente, bien plus que la natalité ou la natalité d'enfants avec handicap ne permettrait de l'anticiper, mais il y a un biais. Il y a un biais lié à l'origine sociale des élèves. Et donc, si l'on vient d'une classe sociale défavorisée, on a 4 fois plus de chances, ou de malchance, de probabilité d'être dans l'enseignement spécialisé. Et les garçons sont beaucoup plus vite orientés vers l'enseignement spécialisé que les filles également. Et ça, réellement, ça pose problème. Donc, l'enseignement spécialisé évite l'exclusion, mais malgré lui, il devient un facteur de ségrégation. Et
de ségrégation sociale. Et donc, vous avez tous entendu parler du pacte d'excellence. Ce pacte d'excellence veut réformer en profondeur notre enseignement. Et un de ses objectifs, c'est la mise en place d'une école plus inclusive. Et pour cela, il a défini un objectif très opérationnel et très mesurable. Il faut que pour 2030, le pourcentage d'élèves du spécialisé revienne au pourcentage de 2004. Comment faire ça? En réformant l'enseignement, la structure de l'enseignement spécialisé. Et ça, c'est toujours en chantier. Il n'y a encore aucun texte qui est publié. C'est en chantier et c'est la démarche que la Flandre a faite en 2015 en fusionnant le type 1 et le type 8 et en créant le type 9. Parce que ces types d'enseignement, ils ont été pensés en 1978 avec ce qu'on connaissait à l'époque du développement de l'enfant. On connaît beaucoup plus de choses maintenant et donc ça vaudrait vraiment la peine de repenser la manière dont on structure cet enseignement spécialisé. Mais en réformant aussi le mécanisme de l'intégration et en le limitant aux élèves qui ont eu un parcours effectif dans le spécialisé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce décret intégration a été utilisé par les écoles ordinaires pour permettre à certains élèves en difficulté de bénéficier d'une aide supplémentaire sans aller vers le spécialisé. Et beaucoup plus d'élèves en intégration n'ont pas fait de passage dans l'enseignement spécialisé. Et là, le législateur dit non, ça ne va plus. On fera encore des intégrations, mais uniquement pour permettre à des élèves qui ont fait un parcours dans le spécialisé de rejoindre l'ordinaire. On va aussi supprimer l'envoi systématique des élèves qui ont des grosses difficultés vers l'enseignement spécialisé. Et ça, c'est bien le fondement du décret aménagement raisonnable. Et on dit, plutôt que de faire venir des enseignants du spécialisé dans la classe ordinaire, c'est l'enseignant de l'ordinaire qui doit apprendre à ajuster ses pratiques. Et l'ajustement de ces pratiques doit pouvoir se faire avec l'aide et le soutien des fameux pôles territoriaux dont on a parlé tout à l'heure, mais qui ne seront réellement sur pied qu'en septembre 2022. Et donc, on est vraiment pour l'instant dans une période compliquée pour les familles et pour l'école. Le décret aménagement raisonnable est d'application depuis 2018. Les pôles territoriaux ne seront réellement sur pied qu'en 2022. On est dans une période de transition. Il y a des pôles expérimentaux qui fonctionnent déjà une trentaine, donc on n'est pas sans rien. Des écoles ont reçu des moyens supplémentaires pour mettre en place des projets aménagement raisonnables, mais quelque part, on est quand même au milieu du gué. Et en 2019, un nouveau décret a permis la création de classes à visée inclusive pour les élèves de type 2, des classes de type 2 ou des classes de type 3 pour peu que ce soit des classes d'élèves porteurs d'autisme, c'est-à-dire des classes d'élèves du spécialisé, c'est toute la classe qui se déplace à l'intérieur de l'école ordinaire. L'enseignement reste ajusté aux besoins de ces enfants-là, mais ce sont les temps de récréation, les temps de midi, les activités extrascolaires qui sont vécues ensemble. Et donc, ces classes à visée inclusive, elles ont essentiellement des objectifs de socialisation, elles visent le vivre ensemble, et je reviendrai très régulièrement sur ces deux aspects de l'école inclusive, apprentissage, mais aussi vivre ensemble. Et donc, si on fait le résumé de l'école, avant 1970, l'école excluait les enfants porteurs de handicap. Ils n'avaient pas droit à une scolarité. La création de l'enseignement spécialisé en 1970, quelque part, relève de la ségrégation. On leur donne droit à un parcours scolaire, mais ailleurs, à un endroit différent, séparé des autres. Le décret intégration leur permet d'être dans l'ordinaire, mais de bénéficier
d'un traitement particulier, donc il y a une certaine stigmatisation quelque part. Et l'école inclusive, c'est un idéal. C'est l'idéal d'une école qui, dans son organisation, est telle que des élèves qui ont des besoins spécifiques y trouvent leur place parce que dans la conception même de l'architecture de l'école, des grilles horaires et des contenus de cours, on a essayé de diminuer au maximum les obstacles qui s'offrent, qui viennent dans le chemin de l'apprentissage de ces enfants-là. Et on sent bien combien cette notion d'école inclusive, c'est une visée, c'est pas une réalité, c'est une visée vers laquelle il faut tendre. Parce que quelque part, le fait d'aller à la rencontre des besoins spécifiques, c'est parfois une question de survie aussi. En voulant inclure à tout prix, on pourrait faire violence à un enfant. Un petit prématuré qui vient trop tôt, on le met dans une couveuse, on le sépare du reste pour sa survie. Et donc, voilà, il ne faut pas voir les choses de manière blanc ou noire. On est en tension entre cette notion d'inclusion et cette notion, quelque part, de stigmatisation, mais qui permet d'aller à la rencontre des besoins spécifiques. Alors, on va se pencher de manière un peu plus précise sur ce fameux décret d'application dans les écoles depuis septembre 2018 et il est déjà approché, ce décret, puisqu'il a été intégré dans le code de l'enseignement depuis septembre 2020. Et si vous voulez bien, on va le passer en revue et voir comment il tourne. Donc, ce décret, il dit que tout élève inscrit dans l'enseignement ordinaire, fondamental ou secondaire, organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables. Alors, qui peut demander la mise en œuvre d'aménagements raisonnables? L'élève, s'il est majeur, ses parents, mais le décret avait déjà l'idée d'une école inclusive. Le PMS peut aussi demander des aménagements raisonnables. Un enseignant qui voit qu'un enfant peine peut demander des aménagements raisonnables. La direction de l'école peut le faire également. Et donc, ce décret aménagement raisonnable, ce n'est pas nécessairement, dans la façon dont il est conçu, les parents qui sont demandeurs. D'autres acteurs peuvent l'activer. Alors, comment faire la demande? Le décret ne dit pas grand-chose, il dit simplement il faut demander. Moi, je recommande aux parents de le faire de manière écrite, et s'ils le font par mail, de demander à un accusé de réception pour qu'il y ait une trace de la demande. En tout cas, pour la première demande, il faut un diagnostic qui est daté de moins d'1 an. Et ça, pour certaines familles, ça peut être problématique. On a vu les délais d'attente pour les diagnostics. Il y a le coût de certains diagnostics. Donc, ce n'est voilà, c'est questionnant. Mais qui peut établir le diagnostic? Le CPMS peut faire un diagnostic qui donne droit aux aménagements raisonnables. Alors, je ne dis pas que le CPMS va poser un diagnostic d'autisme, mais le CPMS peut faire un bilan de l'enfant et identifier un certain nombre de besoins spécifiques. Thérèse, vous permettez que je vous arrête? Ça, c'est très important ce que vous dites. Je découvre ça et je pense que je ne serai pas la seule à le découvrir. Donc, comme on sait qu'il y a une liste d'attente qui est très longue avant d'avoir un diagnostic, il est quand même possible, en attendant que ce diagnostic soit défini, de faire appel à ce service pour éventuellement mettre déjà des aménagements en route. Tout à fait. Vous me le confirmez? Oui. Merci beaucoup. Oui. Oui. Et d'ailleurs, je dis aux familles, le centre PMS doit être votre partenaire dans le parcours scolaire de votre enfant, en particulier s'il est à besoin spécifique. Alors, je répète, il ne va pas poser un diagnostic médical de ces PMS, hein, mais il va pouvoir bien identifier qu'il y a des besoins spécifiques à prendre en compte et faire un relevé de ces besoins-là. En tout cas, le texte légal lui donne cette charge, cette mission-là. Que ça soit en primaire et en secondaire, voire même à l'école maternelle. Oui, sur tout le parcours de l'enseignement obligatoire. Merci pour ces précisions. Un médecin peut le faire
et un médecin quand il est dans le cadre de ses fonctions. Et ça aussi, ça peut être une ressource pour les parents. Des parents qui ont posé un diagnostic il y a 3 ou 4 ans, mais l'enfant n'avait pas besoin réellement d'aménagement raisonnable, et puis on avance dans la scolarité, et tout d'un coup, les parents se disent qu'il faut demander ces aménagements raisonnables. Eh bien, ils peuvent aller voir leur médecin de famille avec les bilans qu'ils ont déjà faits, et le médecin de famille peut attester de l'existence des besoins spécifiques aussi. Maintenant, le médecin ne peut le faire que dans son champ de compétences. Et donc, un dentiste ne pourra pas dire qu'il y a des troubles d'apprentissage, par exemple, ou un gériatre non plus. Donc, c'est une question de bon sens, ça. Mais le médecin généraliste, être médecin généraliste, c'est une spécialisation. Hein. Et donc, les familles peuvent aussi, dans un premier temps, aller voir leur médecin généraliste. C'est intéressant parce que il y a 10 jours d'ici, j'ai fait une information à des médecins qui étaient dans leur spécialisation médecine générale, et il y a des médecins qui étaient dans leur parcours pour devenir médecin scolaire. Et donc, cette information sur le décret aménagement raisonnable devrait pouvoir être donnée aux médecins également, puisque, de par l'imposition du diagnostic, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Et les professions paramédicales qui peuvent poser le diagnostic ont été définies par un arrêté ministériel de juillet 2019. Ce sont les kinés, les ergots, les logopèdes, les orthopédagogues cliniciens, les orthoptistes optométristes et les psychologues. Alors, c'est important de noter aussi qu'une décision de la VIC ou du phare peut ouvrir le droit aux aménagements raisonnables. Et donc, les parents qui ont un diagnostic trop ancien, mais qui ont une décision de la VIC qui ouvre l'accès à un service, peuvent aussi utiliser cette décision de la VIC pour activer le droit aux aménagements raisonnables. Thérèse, si vous permettez, et je vois là aussi que, par exemple, la logopède, le psychologue, auquel nos enfants sont régulièrement en contact, peuvent émettre un avis pour pouvoir faire fonctionner les accompagnements spécifiques. C'est ça? Alors, on va y arriver. Ça, okay, ici, c'est comment est-ce qu'on active la demande et essayer de faire comprendre aux parents qu'il faut un diagnostic, mais que l'école peut demander aussi, et qu'il n'y a pas qu'un médecin. On demande un diagnostic, mais il n'y a pas que le médecin. Il y a le PMS, il y a la VIC, le phare, et il y a des paramédicaux. Alors, comment est-ce que ça se passe? Lorsque la demande est introduite auprès de la direction, le directeur doit faire une réunion de concertation qui rassemble les parents avec l'équipe éducative. Le PMS peut être présent, il ne doit pas, mais il peut. Et je recommande vraiment aux parents de demander qu'il soit là. Éventuellement, un expert peut être présent, l'expert qui a posé le diagnostic, ou une logopède qui suit l'enfant, ou une psychomotricienne qui suit l'enfant. Et l'objet de cette réunion de concertation est de clarifier les besoins spécifiques de l'enfant pour permettre à l'équipe éducative d'identifier les aménagements raisonnables. C'est important ce que je dis là. Le rôle de l'expert est de clarifier les besoins liés aux troubles de l'enfant. Le rôle des parents est de clarifier les particularités de leur enfant. Comment est-ce que lui habite ce trouble? Quelles sont ses ressources malgré le trouble? Qu'est-ce qui fonctionne avec lui? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Mais la définition des aménagements relève bien de l'équipe éducative. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, je reviens en arrière, on ne demande pas au médecin de prescrire des aménagements. On demande au médecin de poser le diagnostic, d'identifier les fonctions qui sont altérées et celles qui sont préservées pour que l'équipe éducative puisse identifier les aménagements raisonnables qui seront alors rédigés dans un protocole signé par la direction et les familles, et ce protocole a vraiment valeur de contrat entre la famille et l'école. Et le législateur a mis des leviers à disposition des familles si les choses ne se passent pas bien. Et donc,
Si le protocole est signé et qu'il est mis en œuvre, tout va bien. Si l'école refuse et dit « Oh, nous, on ne fait pas ça. Vous pouvez aller à l'école voisine, mais nous, on ne fait pas ça. » Ça, ce n'est pas juste. Le décret s'applique à tous les établissements. Et donc, si l'école ne veut pas mettre d'aménagement raisonnable en place, ou bien quelques aménagements, mais qui ne sont pas suffisants pour l'enfant, aux yeux des parents, les parents peuvent demander une conciliation. Et ça, c'est intéressant. C'est la première fois que, non, c'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas, une conciliation, ça veut dire une personne tierce, un conciliateur, qui est chargé de mettre les parties d'accord. Et ce conciliateur, il est tout à fait externe. Et donc, il doit mettre les partenaires autour de la table et que chacun ait alors l'occasion d'expliquer pourquoi c'est important ou pourquoi les aménagements ne sont pas mis en place. Et au terme de cette conciliation, ou bien on tombe d'accord sur un protocole, parce que parfois des parents demandent trop, ou des choses pas utiles, et que quand on s'explique, ils sont au clair avec ça. Donc, si la conciliation aboutit, le protocole est signé et tout va bien. Si la conciliation n'aboutit pas, les parents ont un nouveau levier qui est la commission de recours auprès de l'enseignement, auprès de la commission de recours, pardon, de l'enseignement obligatoire inclusif. Et là, il y a le représentant des pouvoirs organisateurs, les représentants des associations de parents, l'AVIC, le phare, le délégué général aux droits de l'enfant, UNIA. Il y a toute une série de personnes qui sont là pour identifier le caractère raisonnable ou non des aménagements demandés. Et la décision de cette commission de recours s'impose à l'école, mais aux parents aussi. Et donc, Thérèse, oui, un petit retour en arrière, c'est super intéressant. Mais là, quand on parle d'un conciliateur externe, qu'est-ce que vous entendez par là? alors le Ce sont les conciliateur parents, externe, ce non, sont non, les enseignants qui décident chez qui et vers qui se tourner. Parce non. qu'effectivement, avant d'arriver à un stade beaucoup plus complexe, si on peut trouver des solutions, pourquoi pas? Les parents qui Alors, nous écoutent, vers qui et vers quoi peuvent-ils se retourner? d'abord, s'ils vont sur le site enseignement.be, sur la page aménagement raisonnable, il y a un lien. Il faut remplir un formulaire pour demander une conciliation. Et ce sont les services du gouvernement, donc les services de l'administration. Et pour l'instant, c'est le service de médiation scolaire. C'est un médiateur scolaire, donc tout à fait externe, qui relève de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, qui sera chargé de mener cette conciliation. Pas une médiation, hein, une conciliation. Mhm. Et donc, non, il y a un service qui est bien identifié pour le faire. Ce sont des fameux leviers et ça aide. Ça aide les parents, mais ça aide l'école aussi. Dans une équipe éducative, on peut en avoir un ou deux enseignants qui n'ont pas envie et les autres qui ont envie. Ou des enseignants qui veulent et le chef d'établissement qui ne veut pas. Il y a toutes sortes de cas de figure. Mais le fait que, quelque part, le pouvoir contrôlant peut activer une conciliation, ça rappelle à l'école qu'il y a une loi, qu'il y a des procédures et qu'il faut s'y plier. Voilà. Et donc, un protocole signé. Et je disais tout à l'heure, dans ce protocole, il n'y a pas que l'apprentissage qu'il faut prendre en compte, en particulier pour nos enfants porteurs d'autisme. Il y a l'apprentissage, mais il y a aussi le vivre ensemble, qui est tout autant concerné. Et je vous dirais, c'est aussi important d'être au clair sur les finalités de l'intégration ou de l'inclusion que l'on fait. À un moment donné, l'élève peut être au bout de ce qu'il peut donner en termes d'apprentissage, mais il a toujours bénéfice à rester dans cette classe ordinaire parce qu'il continue à progresser en termes de socialisation et de vivre ensemble. Et donc, pensons-y, quels sont les aménagements à mettre en place pour que le vivre ensemble soit plus facile pour l'enfant? Et ce sont des aménagements quelque part organisationnels. Il y a probablement des choses à communiquer aux autres enfants sur la nature de la différence,
aux autres parents, des parents qui viennent exiger d'une direction que l'enfant soit exclu. C'était l'histoire d'Antoine en 1994, c'est encore l'histoire d'autres enfants en 2021, ça arrive encore. Et donc, il y a des dispositifs d'information et de sensibilisation à mettre en place. Et puis, il faut aussi rester très attentif aux phénomènes de rejet et de harcèlement, qui sont une clé de l'école, mais on sait que les élèves porteurs de besoins spécifiques sont encore davantage des victimes prédestinées qu'un enfant atypique, neurotypique, pardon. Et soyons attentifs, la non prise en compte des besoins peut provoquer des problèmes de comportement ou des problèmes de santé mentale de type dépression, phobie scolaire ou être à l'origine du décrochage scolaire. Et je rencontre encore trop souvent des situations où l'école me dit « c'est le comportement qui ne va pas ». Et donc on ne peut pas, parce que le comportement ne va pas, mais le comportement ne va pas parce que les aménagements ne sont pas mis en place. Et donc quelque part, il faut s'asseoir autour de la table et il faut travailler ces aménagements, pas seulement autour de l'apprentissage, mais aussi autour du vivre ensemble. Voilà, je vous ai dit une analyse basée sur 4 questions. On a bien décodé le décret aménagement. On va voir maintenant toutes les questions soulevées par le diagnostic et le fait que ce diagnostic met en face à face 2 univers, l'univers médical et paramédical qui a son vocabulaire, qui a ses référents, qui a sa logique et ses modes de pensée, et le monde scolaire qui a d'autres référents, d'autres habitudes, d'autres manières d'envisager l'enfant qui est patient d'un côté et qui est élève de l'autre. Et donc, quelles sont les charnières à mettre en place? D'abord, identifions les différents diagnostics reçus pour la mise en place d'aménagements raisonnables. On pense toujours aux troubles neurodéveloppementaux, donc tous les troubles 10 qui sont là, dont les troubles du spectre autistique. Mais ce ne sont pas les seuls. Le décret aménagement raisonnable concerne aussi les troubles sensoriels, les troubles moteurs, des troubles qui peuvent paraître plus bénins comme le daltonisme ou le bégaiement, mais qui peuvent être de vrais obstacles pour l'apprentissage, mais aussi des troubles permanents ou semi-permanents, les maladies chroniques, les troubles psychologiques, comme les phobies, les troubles anxieux ou les dépressions. Et là, je peux vous dire que c'est très délicat. La discussion avec l'équipe éducative de la mise en place d'aménagements raisonnables. Et c'est très délicat aussi de qu'est-ce que l'on communique du trouble aux autres enfants ou au reste de l'équipe éducative pour que les besoins, les aménagements puissent être acceptés et compris. Mais ces troubles-là sont aussi concernés. Et donc, je vous disais, ce diagnostic, il est vraiment à la charnière entre 2 univers. Et si on ne met pas de rouage intermédiaire, alors les interlocuteurs se trouvent dans un rapport de force. Et c'est la tension et c'est le conflit. Et il y a un autre problème, c'est une autre question, c'est la question des comorbidités. Un trouble 10, entre autres, arrive rarement seul. Un enfant arrive avec plusieurs troubles associés. Et pour nos enfants porteurs d'autisme, c'est parfois les troubles associés qui sont plus invalidants que l'autisme lui-même. Et puis ça pose des questions. Où est la frontière entre le normal et le pathologique? Et parfois, le professionnel de la santé, il se sent instrumentalisé. Il a l'impression qu'on lui demande de normaliser un enfant. Je pense entre autres aux troubles de l'attention. On va demander aux parents d'aller chercher un diagnostic pour avoir un médicament pour qu'ils se tiennent calmes. À partir de quand est-ce qu'on est dans le trouble de l'attention qui sort de la norme? Quand est-ce qu'on est toujours dans la norme? Donc, ce n'est pas simple. Deuxième question, c'est que ces diagnostics, en tout cas, aucun trouble neurodéveloppemental n'a de signe évident pour donner un diagnostic. Il n'existe pas de languette que l'on trempe dans l'urine pour dire « Oh, il est autiste ». Ça n'existe pas. Et donc,
Ce sont des diagnostics qui sont basés sur des anamnèses, sur des observations de longue durée, sur des bilans. Il n'y a pas de signe incontestable. Et il y a une certaine subjectivité. Et ça prend du temps. Les signes ne sont pas spécifiques. Certains signes peuvent renvoyer à des troubles différents. Et pour un même diagnostic, on peut avoir des besoins qui sont très différents. Nous savons qu'il n'y a pas deux autistes les mêmes. Et donc, comment voulez-vous qu'une équipe éducative puisse s'y retrouver? Et puis, ces troubles multiples sont importants aussi, et c'est surtout la coexistence de plusieurs troubles qui rendent les choses difficiles. Et donc, cette frontière entre le normal et pathologique, c'est une zone grise plus ou moins large, et on sent, et chez nos ados et puis adultes autistes, ils ont envie d'être considérés dans la norme. Quelque part, la revendication à la neurodiversité, elle relève de cette question-là aussi. Et puis, les troubles évoluent dans le temps. Et donc, la vraie question, elle n'est pas du côté de l'étiquette. Hein. Elle n'est pas là. Tant qu'on se reste piégé au niveau du diagnostic étiquette, on n'avancera pas. Et donc, l'enfant doit recevoir en fonction de ses besoins et pas en fonction de son diagnostic. Nous sommes tout à fait d'accord. Vous permettez un instant? Oui. Donc, on arrive à un certain moment, ça fait un certain temps que cela dure, donc je propose à nos internautes de nous rejoindre pour la prochaine vidéoconférence et on vous retrouve tout de suite, Thérèse Lucas, pour la suite. Bienvenue à tous et à toutes, regard croisé sur le thème le décret des aménagements raisonnables. Thérèse Lucas pour cette deuxième partie extrêmement intéressante. Thérèse, à vous et merci. Merci. Donc, je parlais de ce diagnostic étiquette qui n'est pas suffisant pour identifier les aménagements à mettre en place. Les aménagements doivent être en lien avec la nature des difficultés et des besoins de l'enfant et avec ses potentialités. Et on va y revenir. Et ça, si les parents entendent bien ça, ils comprennent bien cela, ils seront beaucoup plus efficaces au moment de la réunion de concertation qui va servir à rédiger le protocole. Donc, je vais y revenir. Et donc, c'est important de compléter le diagnostic avec le profil de l'enfant, c'est-à-dire identifier les fonctions liées à l'apprentissage ou au vivre ensemble qui sont altérées et celles qui sont préservées. Les fonctions altérées impliqueront les aménagements raisonnables, mais ça pourrait être des aménagements qui sont communs à d'autres troubles et donc qui pourront être utiles pour d'autres enfants. Et les fonctions préservées vont servir de point d'appui pour permettre à l'enfant de compenser les fonctions qui sont altérées. Un exemple, l'élève malvoyant, j'ai accueilli un élève malvoyant dans mon établissement quand j'étais directrice d'école, il avait développé une sensibilité proprioceptive incroyable, il savait quasiment toujours où il était, parce qu'il sentait l'inclinaison du sol, parce que voilà, il avait développé, compensé par d'autres fonctions. Un élève autiste, j'en connaissais un, qui exploitait sa mémoire pour compenser son déficit en communication sociale. Il avait son petit répertoire de phrases toutes faites, des milliers de phrases, et il avait ces petites phrases pour communiquer. Et parfois, c'était juste un peu décalé, juste un peu à côté, mais il utilisait sa mémoire pour compenser sa maladresse sociale. Pour nos élèves porteurs d'autisme, moi je pense toujours à Motron, qui émet pour nos enfants l'hypothèse d'une déficience acquise. Donc, nous savons que le fonctionnement neurologique est différent, que la perception du monde extérieur est différente et que le langage est altéré. Je peux vous dire que quand le langage est altéré, l'école est vraiment en difficulté, l'école ordinaire en tout cas.
j'ai beaucoup de situations compliquées avec des élèves porteurs d'autisme ou avec des élèves dysphasiques aussi. Et donc, c'est important de contourner l'obstacle langagier pour pouvoir accéder à l'intelligence de l'enfant au moment des apprentissages, mais aussi dans les interactions familiales. Et donc, pour moi, c'est un des enjeux essentiels des aménagements raisonnables au sein de l'école ordinaire pour les élèves porteurs d'autisme, c'est de permettre aux enseignants de comprendre les obstacles à la communication et d'identifier les détours nécessaires pour permettre à nos enfants de ne pas développer une déficience acquise. Et ça vaut la peine de faire ce travail-là. Quelques chiffres. Des élèves porteurs d'autisme en Fédération Wallonie-Bruxelles, selon qu'on se réfère à une prévalence de 1 sur 80 ou 1 sur 150, ça concerne entre 5 et 10 000 élèves. C'est beaucoup, hein? Dans notre région, Bruxelles-Wallonie. En Fédération Wallonie-Bruxelles, oui. Oui, effectivement, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça vaut la peine qu'on mette en place des aménagements. Tout à fait, il le mérite. Un autre chiffre, moi, qui me parle beaucoup, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est 5 à 7% des enfants. Mais quand vous allez dans une population carcérale, c'est 70% de cette population carcérale. Et donc ça, c'est un chiffre qui, moi, me parle beaucoup et qui montre combien l'école joue un rôle déterminant et combien c'est important de prendre les besoins spécifiques en compte. Donc un rôle déterminant, pas seulement dans l'apprentissage, mais aussi dans le développement de la citoyenneté. Voilà. Et donc, je voudrais creuser maintenant cette question de quels aménagements raisonnables au sein d'une école ordinaire pour nos élèves porteurs d'autisme. Et quand j'ai fait mon mémoire, j'ai cherché des ouvrages, des livres, des articles qui abordaient la question. Et en français, je n'ai pas trouvé beaucoup. Je parle bien dans l'enseignement ordinaire. Hein. J'en ai trouvé un que je me suis empressée d'acheter. L'autisme à l'école, le pari de l'éducabilité. Et j'ai appris plein de choses, mais comme enseignante, je suis complètement perdue. Cet auteur fait le grand écart entre le diagnostic et la pratique pédagogique. Il fait tout un détour par rapport à des théories de la linguistique. Il parle de plafond de verre, j'ai lu 3 fois, mais en tout cas, l'enseignant ne comprend pas en quoi l'enfant, l'élève fonctionne autrement, et donc il ne peut pas faire le lien entre la compréhension, cette compréhension-là de l'autisme et l'ajustement de sa pratique pédagogique. Mais j'ai eu la chance de découvrir, le livre date de 2002, mais je l'ai découvert en 2006, moi. Il n'est pas traduit malheureusement. Peter Vermeulen, c'est un collègue de Theo Peters. C'est un monsieur qui m'a vraiment fait beaucoup de bien, aussi bien comme maman que comme directrice d'école à l'époque. Son livre s'appelait « De toute évidence, les élèves avec autisme dans l'enseignement ordinaire ». C'est une mine d'or en termes d'aménagement raisonnable. Et c'est une mine d'or en termes d'identifier les rouages intermédiaires entre le diagnostic et la pratique de classe. Il n'existe pas en français, ce livre? Il n'a pas été traduit. Bon, on va demander à des personnes bilingues qui s'y attellent à le traduire. Ce serait quand même… En fait, il l'a réécrit plus tard et c'est la réécriture qui a été traduite. Ah, ok. Mais je dirais, celui-ci, il est encore bien plus pratico-pratique. Et il y a des exemples de cours, des exemples de leçons de mathématiques à conseiller, à éviter. Moi, il m'a vraiment éclairé. Mmh. Et ce qui est éclairant, c'est sa façon de faire la distinction entre ce qu'il appelle le buitenkant et le binnenkant. Ça veut dire, le buitenkant, c'est ce qu'on voit, ce qui est visible. Et le binnenkant, c'est la face cachée.
Et il parle de la face cachée de l'autisme. Et à partir de l'identification de ce fonctionnement interne, il définit les principes de la communication concrète, mais il le fait en lien avec des modalités de perception et de fonctionnement interne différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui va mobiliser l'enseignant. Cette communication concrète, elle a des caractéristiques. Elle est positive. Ça veut dire qu'on dit à l'enfant ce qu'il doit faire et pas ce qu'il ne doit pas faire. Elle est visuelle la plupart du temps et elle est tangible, elle est concrète. Et surtout, elle doit viser à rendre explicite ce qui est implicite. C'est ça la communication concrète. Positive, visuelle et qui explicite tous les implicites d'une situation scolaire qui échappe à nos élèves porteurs d'autisme. Et on peut communiquer par le biais de la langue, mais on peut aussi communiquer par le biais d'images ou d'objets. Et ça, on va y revenir. Et pour les personnes autistes, on sait que le visuel est tellement important. Voilà. Et donc, voilà un tableau récapitulatif. Donc, en gros, la face cachée de l'autisme, ce sont ces troubles sensoriels, c'est cette perception fragmentée et plutôt monomodale, et cette cécité au contexte. Et donc, il identifie des choses que l'on connaît, hein, mais qui sont expliquées comme ça, compréhensibles par des enseignants. Une faible cohérence centrale, c'est-à-dire l'enfant a une perception hyper sélective orientée sur le détail, et donc, il a du mal à tenir compte du contexte et à voir le lien entre les différents détails. Et ça, c'est anxiogène. Et donc, notre enfant aura besoin de sécurité, il aura besoin de routine, et il sera perdu devant un changement, il va avoir une résistance au changement. À côté de cette faible cohérence centrale, il y a énormément de fonctions exécutives qui sont déficientes. L'attention, la planification, le contrôle, enfin, toutes ces fonctions exécutives indispensables à la réalisation des tâches scolaires. Mais, bonne nouvelle, ces fonctions exécutives, elles sont déficientes dans d'autres troubles aussi. Et donc, quand on demande à l'enseignant de les prendre en charge pour notre élève porteur d'autisme, il rend service à tous les autres enfants qui ont d'autres troubles de l'apprentissage ou des enfants qui ont quelque part un bagage moins étayé. Et donc, ce qu'on va mettre en place pour l'élève porteur d'autisme va servir à tout le monde quelque part. Et puis, il y a cette fameuse théorie de l'esprit qui fait que l'enfant ne sait pas très bien adopter le point de vue de l'autre et qui va avoir énormément de maladresse sociale. Et moi, je dis aux enseignants, soyez convaincus que ce sont des maladresses sociales, ce n'est pas intentionnel. Mais il faut vraiment le dire et le ramener au fonctionnement de l'enfant. Et donc, ces trois caractéristiques internes ont des implications sur l'apprentissage et le vivre ensemble. Font que nos enfants sont toujours en double tâche, voire en triple tâche, avec une fatigabilité très importante. Et il y a toujours ces difficultés d'élaboration et d'imagination qui posent problème, en particulier dans l'enseignement secondaire. Et donc, on a vu besoin de sécurité, difficulté à planifier et organiser les tâches, difficulté à se mettre à la place de l'autre. Et donc, on doit apporter de la cohérence, rendre l'environnement stable et prévisible. Il faut expliciter les tâches, les étapes d'une tâche et les différents moments de réalisation. Et il faut pouvoir aussi expliciter le point de vue d'autrui et expliciter les règles de communication. Et ça, ce sont les fondements de la communication concrète. Et donc, l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, il applique cette communication concrète à toute une série de tâches, de mathématiques, de rédaction, et c'est limpide, vraiment limpide. Et donc, je disais, nos enfants porteurs d'autisme
vont impliquer la mise en œuvre d'aménagements raisonnables transversaux, utiles à l'autisme, mais aussi utiles à d'autres troubles de l'apprentissage. Et on peut les regrouper en trois grandes catégories, ces aménagements transversaux. Ce sont ceux qui sont liés à la surcharge cognitive, ce sont ceux qui sont liés aux questions de gestion du temps et de planification, d'organisation, et tout ce qui est lié à la perception de soi. Alors, ça, c'est un guide qui a été fait par l'Association d'innovation en orthopédagogie de l'Université de Mons. On peut l'obtenir en le réécrivant. Il est très bien fait pour des enseignants. Il donne plein d'outils, de trucs et astuces, mais pas seulement pour l'autisme, hein, pour d'autres troubles d'apprentissage. Et cet ouvrage-ci est sorti fin décembre et je l'aime beaucoup. Il y a des imprécisions au niveau du cadre légal. Tout n'est pas parfait, mais il s'adresse autant à des enseignants qu'à des parents. Et donc, on a un outil commun. On peut se référer à un ouvrage commun quand on parle des difficultés. Il rappelle le cadre légal. Il donne aux parents des étapes très concrètes dans le repérage et le diagnostic des difficultés de leur enfant. Il aborde les questions relatives aux prises en charge externes à l'école. Et puis, il aborde à la fois les aménagements transversaux et les aménagements qui sont plus spécifiques à chacun des troubles. Et donc, pour la rédaction du protocole, c'est un bel outil pour les équipes éducatives. Et il s'appelle comment ce livre? Les aménagements raisonnables, tout simplement. Et il était édité aux éditions Erasme, il date du mois de décembre 2020. Et l'auteur, il est très récent. Et aussi bien pour les parents oui. que pour les professionnels, oui. vous nous le conseillez. Bah, on va l'acquérir à Autisme en Action. On ne le connaissait pas du tout. Donc, merci pour l'info. Voilà. Alors, il y a les fiches outils qui ont été publiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a les fiches outils qui reprennent de manière générique qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des besoins spécifiques d'apprentissage. Et puis, il y en a une qui est faite par rapport au syndrome d'Asperger. Enfin, c'est appelé encore comme ça dans les fiches outils de la Fédération. Alors, elles ont le mérite d'exister, mais je trouve qu'elles ne font pas suffisamment le lien entre le fonctionnement interne de l'enfant et les aménagements proposés. Et il manque une articulation des différents troubles. Donc, la notion d'aménagement transversaux n'est pas reprise. Et donc, elles ont parfois l'effet de décourager les enseignants qui se disent « Ah ben, j'ai un dyslexique, j'ai 20 aménagements à mettre en place. J'ai un dyspraxique, j'en ai 25 en plus. Et en plus, j'ai un Asperger, je n'y arrive plus. Je m'arrête. Il y en a trop, je ne sais pas. » Donc, enfin voilà. Mais elles ont le mérite d'exister. Parce qu'elles permettent, elles donnent des informations sur le repérage et elles donnent quand même toute une série d'indications qui peuvent être très concrètes. Et donc, je reviens à ce protocole. Si on veut qu'il tienne la route et qu'il tienne dans la durée, moi j'invite, ce n'est pas une obligation légale ici, hein, du tout. L'obligation légale, c'était les 2 dias avec les schémas. Ici, c'est vraiment le fruit d'un accompagnement de plusieurs écoles et de plusieurs familles depuis la mise en œuvre du décret aménagement raisonnable. Le protocole, il devrait être réfléchi à 3 niveaux distincts. Il devrait reprendre des aménagements transversaux qui sont communs à plusieurs troubles et à la limite, il devrait être déjà dans tous les protocoles des enfants pour qui on va demander des besoins spécifiques. Et puis, il faudrait des aménagements particuliers aux troubles de l'enfant. Quand l'élève relève du trouble du spectre autistique, ce sont des aménagements dans lesquels on tient compte des particularités sensorielles, ça c'est quand même typique à l'autisme, qui sont relatives aux intérêts restreints, ça aussi, les intérêts spécifiques, pardon, monsieur Sovanek, les intérêts spécifiques, c'est aussi spécifique à l'autisme, et ça peut être une ressource. On peut prendre appui sur des intérêts spécifiques pour développer des aménagements raisonnables. Et puis prendre en compte
les trois caractéristiques que je vous ai données dans le schéma de Peter Vermeulen, dans la construction même des supports de cours. Et puis, il y a les aménagements qui sont liés à cet élève-là, à ses ressources à lui, à comment lui, il vit les choses. Et si vous avez un protocole comme ça qui est en entonnoir, alors vous êtes à peu près sûr à la fois de travailler sur les ressources de l'enfant et d'aller à la rencontre de ses besoins spécifiques en gardant les choses gérables pour l'enseignant, parce que nous arrivons à un autre aspect du décret, qui sont les limites des aménagements raisonnables, qui sont dans le décret. Les limites, les aménagements raisonnables ne peuvent pas remettre en cause les objectifs liés au référentiel de compétences. Ça, c'est le fameux verrou dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'a pas sauté en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est toujours bien fermé. Ça veut dire que l'enfant doit pouvoir réussir enfin, on mettra des aménagements, mais doit rencontrer les niveaux de compétences tels qu'ils existent dans les référentiels. Il n'y a pas de possibilité de parcours individualisé, de curriculum individualisé. J'ai souvent des parents qui me disent, mais est-ce qu'on ne peut pas supprimer la langue étrangère pour mon enfant dysphasique? Eh bien non, on ne peut pas. Non, parce qu'on n'a pas fait sauter ce verrou-là. Deuxième, enfin, ça a l'air d'être une critique, c'en est une. Moi, je suis un peu déçue, parce que je pense que beaucoup de nos élèves porteurs d'autisme se découragent à recommencer des années et à suivre des cours qui ne prennent pas sens pour eux, et que voilà, enfin voilà. Mais je continue à réfléchir à cet aspect-là. Autre limite, et c'est souvent l'objet d'une discussion entre des équipes éducatives et des familles, il faut trouver un juste équilibre entre l'aide et l'autonomie. Et ça, c'est une qualité que je reconnais aux enseignants. C'est qu'ils mettent en place des aménagements, mais ils restent attentifs à ce que l'enfant continue à acquérir de l'autonomie. C'est-à-dire que ce support, ils sont prêts à le faire disparaître progressivement, parfois trop vite aux yeux des parents. Mais, c'est ce que j'observe, les équipes éducatives, l'apprentissage à l'autonomie reste quelque chose d'important pour eux, et c'est parfois là que le bât blesse entre famille et école. Il faut aussi trouver le juste milieu entre l'inclusion, je dis bien, et la stigmatisation. Et là, c'est parfois l'élève qui ne veut pas de l'aménagement raisonnable, parce qu'il ne veut pas attirer l'attention. J'ai eu une situation d'un petit élève porteur d'autisme qui, à un moment donné, n'a plus voulu porter son casque, parce que je ressemble à un gogol avec mon casque, madame, je ne le veux plus. Et pourtant, il en avait bien besoin. Voilà, et c'est vrai pour d'autres types d'aménagements. Et donc, c'est les enfants, parfois, qui disent « non, je n'en veux plus ». Et donc, une stratégie qu'on utilise parfois, c'est de demander à l'élève de donner son tiercé gagnant. Si tu n'en avais que 3, lesquels garderais-tu parce que tu en as absolument besoin? Et alors, on travaille avec ceux-là. Et puis, et ça, c'est beaucoup plus délicat et difficile, il faut permettre à l'équipe éducative de continuer à répondre aux besoins de l'ensemble du groupe classe. Ce que le décret dit en disant, sauf si sa situation relève de l'enseignement spécialisé. Et ça dépend aussi des supports et des outils que l'école ordinaire a à sa disposition. Et les pôles territoriaux ne sont pas encore là partout. Et donc, il y a des écoles qui sont vraiment en grande difficulté par rapport à cette limite-là. Alors, quelques points de vigilance lors de la rédaction du protocole. Je le redis, la réunion de concertation est un moment clé. C'est le moment où on identifie les besoins spécifiques. Et c'est vraiment le rôle de l'expert externe et des parents de donner les particularités de leur enfant. Donc, de prendre l'avis des experts, ça c'est ce que je dis aux écoles,
informez-vous. Si vous ne savez pas, informez-vous. L'importance de la présence du PMS au moment des concertations, elle n'est pas obligatoire, mais c'est important qu'il y ait quelqu'un qui est tiers, et le PMS est soumis au secret professionnel. Et donc, il y a parfois des informations que les familles ne veulent pas donner à l'école parce qu'elles relèvent de leur sphère privée. Et c'est vrai que dans des bilans, il y a des chiffres, mais il y a parfois plus que des chiffres. Il y a des choses qui sont dites qu'on n'a pas envie de donner à toute une équipe éducative. Et donc, là, le centre PMS peut vraiment jouer un rôle d'interface important. Je dis aussi aux équipes éducatives, considérez les parents comme des experts de leur propre enfant. Et donc, c'est important que chacun reste dans son rôle. Et donc, c'est important que les parents ne disent pas aux enseignants comment ils doivent enseigner. Ils sortent de leur rôle. Et s'ils font ça, s'ils disent aux enseignants, vous devriez faire comme ça, eh bien, la plupart du temps, l'enseignant va dire aux parents comment ils devraient éduquer leur enfant. Et donc, une règle d'or, on reste chacun dans son rôle. Et je rappelle, les aménagements sont définis par l'équipe éducative. Et le chef d'établissement, c'est le pilote de tout ça. Et quand il y a des procédures qui sont entamées, c'est lui qui en assume la responsabilité. Quelques balises. Pensez à bien clarifier les visées de l'inclusion, celles qui sont relatives à l'apprentissage, celles qui sont relatives au vivre ensemble. Respectez bien les rôles de chacun, ça m'obsède tellement que je le dis tout le temps. Mais il y a un autre aspect. Pensez à la synchronisation des interventions. Nos enfants ont des suivis externes, vont chez la logopède, vont chez la psychomotricienne, vont dans un centre de réadaptation fonctionnelle. Et c'est important qu'il y ait un dialogue entre ces professionnels et l'école, un dialogue régulier, via un carnet de communication, via des moments d'ajustement. Et le coronavirus nous a montré l'usage des vidéoconférences. On peut parfois de temps en temps, une petite demi-heure, sans devoir faire des temps de déplacement. Mais qu'est-ce qui fonctionne en rééducation qu'on peut réinvestir dans la classe? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est difficile en classe qui pourrait être travaillé en individuel? Et ça peut s'appeler aussi des plans de service. Dans le parcours d'Antoine, le centre qu'il a suivi avait cette pratique-là. Et donc, 1 à 2 fois par année scolaire, ses enseignants, le directeur de son école, le PMS et chacun de ses thérapeutes se mettaient autour de la table. Et c'était des moments magiques où les enseignants se sont sentis importants dans le travail de rééducation de l'enfant. Et quand la Flandre a fait l'évaluation de la mise en œuvre de son MDCRET, chaque année, ils font l'évaluation des changements, c'est le point le plus sensible pour eux. C'est ce manque de synchronisation entre le travail fait par les professionnels externes et le travail fait à l'intérieur de l'école. Et pour moi, vous l'avez compris, mais ce curriculum individuel adapté, c'est vraiment une occasion ratée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je rappelle aussi que ce protocole, c'est un contrat. Et donc peut-être que l'école dira aux parents, on va le faire à l'amiable. Non. Bien sûr, gardons la qualité de communication, mais écrivons les choses. Parce qu'un enseignant peut tomber malade et un intérimaire arriver. S'il n'y a pas de traces claires des aménagements à mettre en place, c'est parti galère. Parce que l'équipe éducative n'est pas, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. Et donc, il faut rédiger le protocole et il faut le signer. Voilà, nous arrivons maintenant au dernier pilier. Ces écoles doivent être inclusives et vont disposer de pôles territoriaux, mais voilà. Il en existe depuis 3-4 ans à titre expérimental. Cette année scolaire-ci, il y en avait 30 à titre expérimental. On espérait qu'ils entrent en vigueur en septembre 2021, mais le coronavirus en a décidé autrement. Et donc, ce sera en septembre 2022. Et donc, voilà un décret d'application en 2018, des pôles territoriaux en 2022
1 an ou 2 de mise en route et de tâtonnement, ça fera 6 ans. Et 6 ans, c'est une génération d'élèves, hein, un parcours d'élèves. Et on est là, on est là, on est au milieu du gué. Alors moi, je suis pleine d'espoir, et vous allez comprendre pourquoi je suis pleine d'espoir. Parce qu'il n'y a pas que les textes de loi, il n'y a pas que les dispositifs, il y a surtout les personnes que l'on rencontre. Mais on est à un moment difficile pour l'école, et donc à un moment difficile pour nos enfants. Je vous rappelle que l'objectif est de ramener la population de spécialisée au pourcentage de 2004 en décloisonnant l'enseignement spécialisé, l'enseignement ordinaire. C'est bien le reproche qui est fait à notre enseignement. C'est on avait un enseignement spécialisé performant, mais il y avait un cloisonnement trop important. Et pourquoi est-ce que le petit Antoine ne peut pas aller à l'école dans la même classe que les enfants de son quartier? Pourquoi est-ce qu'il doit prendre un car, aller ailleurs? Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin voilà. Décloisonnons les choses. Un des piliers sera les pôles territoriaux. Alors, c'est quoi un pôle territorial? En fait, un pôle territorial, ce sera une école spécialisée qui sera considérée comme école siège et qui aura des professionnels enseignants et éducatifs et paramédicaux qui pourront venir soutenir l'école ordinaire. Ces écoles sièges vont pouvoir collaborer avec des écoles partenaires parce que il y aura 70 pôles territoriaux. Il y aura dans cette école siège, il y aura peut-être une particularité qui n'existe pas. Je pense au type 7, je pense aux classes, aux pédagogies spécifiques à l'autisme. Il n'y a pas des masses d'écoles qui ont cette spécificité-là. Et donc, si elle n'est pas dans l'école siège pourra collaborer avec une autre école d'enseignement spécialisé qui a la ressource. Et il y aura des écoles ordinaires, coopérantes, et toute école ordinaire devra avoir signé une convention avec un pôle. 70 pôles territoriaux sur le territoire Bruxelles-Wallonie? Oui, oui. Et ce, vous pensez à quelle date on va y arriver, sûr et certain? L'échéance maintenant, c'est le 1er septembre 2022. Parce que tout n'est pas encore... enfin, il y a encore les textes sont encore en cours. Il y a eu une deuxième lecture, sont encore en... comment dirais-je, le parcours législatif n'est pas terminé. Et puis, il faut le temps que les écoles puissent se préparer. Les pôles devraient être identifiés pour septembre 2021 et être opérationnels en septembre 2022. Ah, on espère vivement que ça soit possible le plus vite possible. Bien sûr. Effectivement. Alors, je mets une population de 12 300 élèves, c'est un chiffre indicatif. En fait, vous prenez la population scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est de 880 000 élèves, vous le divisez par 70 et vous arrivez à 12 500 élèves, grosso modo. Donc, voilà, en moyenne, un pôle territorial sera là pour une population d'élèves de l'ordinaire de 12 500 élèves, tout niveau confondu, et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on changera peut-être d'école, mais on ne changera pas de pôle. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y aura quelque part une mémoire, une trace qui va rester. Une traçabilité, oui. qui, je pense, très importante dans ce cas de figure. Alors, ici, je donne les missions générales telles qu'elles sont dans l'avis numéro 3 du pacte. Je vous dis, les textes sont toujours dans leur cheminement législatif. Et donc, ils doivent constituer un soutien concret à la mise en œuvre des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire. Informer, sensibiliser les équipes éducatives, mais aussi les élèves et les parents d'élèves sur les aménagements raisonnables et sur les processus d'intégration. Et ça, je vais faire une petite digression. Pour moi, aller vers une société inclusive, il y a 3 leviers. Il y a d'une part des textes de loi. Il faut protéger les minorités.
bien sûr. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et ces textes de loi vont être là, ces réglementations vont être là. Mais il faut aussi beaucoup d'informations et de sensibilisation de tous les partenaires concernés pour aller à l'encontre des préjugés et des stéréotypes que l'on a à coup sûr. C'est un levier important et qu'on oublie trop. Il faut sensibiliser et informer au sein des écoles et les autres parents aussi. Ils doivent assurer le lien entre les différents partenaires. Il n'y a plus l'école ordinaire, l'école spécialisée, l'école coopérante, peut-être des intervenants externes aussi. Donc, ce sera leur rôle. Alors, accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative coopérante et donc, et les accompagner dans l'élaboration des protocoles. Et donc, on voit qu'il y a un changement de perspective. Le dispositif d'intégration, c'était l'école spécialisée qui venait soutenir l'élève. En soutenant l'élève, et s'il y avait 2 ou 3 élèves en intégration dans la classe, il y avait un soutien de l'enseignant et un soutien à l'évolution de ses pratiques, mais le dispositif était surtout pensé en termes de nombre d'heures par élève. C'est fini ça. C'est pensé en termes de soutien à l'école, en termes d'organisation, en termes d'information, de soutien aux équipes éducatives pour ajuster leurs pratiques. On parle beaucoup de formation, mais quelque part le compagnonnage, le fait d'être accompagné de quelqu'un qui a une expertise complémentaire permet aussi de faire évoluer les pratiques. Mais c'est toujours en discussion, il n'y a pas encore d'accord là-dessus, il y aura un soutien complémentaire à l'élève pour certains troubles, mais on ne connaît pas encore l'importance de ce soutien à l'élève et pour quel trouble, ce n'est pas encore clair. Et donc, je me dis, moi, et quid de nos enfants qui relèvent du trouble du spectre de l'autisme, parce qu'ils ont quand même besoin, me semble-t-il, d'une approche bien spécifique. Et donc, et ce sera ma conclusion, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on accorde une place, il y a une attention apportée aux élèves porteurs d'autisme avec ces classes à pédagogie adaptée dans l'enseignement de type 2 ou de type 3. Mais j'ai fait le compte, vous avez une référence en dessous. C'est 75 implantations qui offrent ces pédagogies adaptées aux élèves porteurs d'autisme. Il y a plus de 3000 écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Hein. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est même pas 10%, quoi. On est nulle part. On est nulle part. Part. On est nulle part. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Donc, ça veut dire que beaucoup d'élèves porteurs d'autisme sont face à un enseignement qui ne s'est pas ajusté à son binocam, comme disait notre ami Peter Vermeulen. Et il y a des possibilités de classes inclusives. Il en existe 12 classes en 2020. Vous pouvez avoir la liste de ces classes-là. 12 classes de 6-7 élèves, ça veut dire moins de 100 élèves, moins de 100 élèves qui sont concernés. Mais ça est là. Je suis une fameuse optimiste. Ah, je précise, vous êtes une fameuse optimiste. On aimerait que ça soit x10, x100, honnêtement. Oui, voilà. Mais dans l'enseignement ordinaire, contrairement au nord du pays, il n'y a pas de prise en compte particulière des élèves porteurs d'autisme. Et pour moi, c'est problématique. Donc, je suis hyper vigilante là où je suis. Je suis hyper vigilante. Mais j'ai commencé une histoire et donc je vais peut-être donner la suite de l'histoire. 24 ans plus tard, on est le 1er juin 2018. Le SUSA, que beaucoup de parents d'enfants porteurs d'autisme connaissent, inaugure son centre de documentation, dont il rêve depuis très longtemps. Et ce centre de documentation, c'est Antoine qui l'a conçu.
dans le cadre de son travail de fin d'études de bibliothécaire. Et ça a été une réalisation, une collaboration étroite entre le SUSA, la promotrice de stage d'Antoine, de TFE d'Antoine, et Antoine. Ça a été un moment fabuleux. Ça a été un moment fabuleux, la défense de son travail et puis ce moment d'inauguration. Et alors Antoine et moi, on a eu envie de dire merci à tous ces enseignants. Et donc Antoine a recherché leurs coordonnées et le soir de l'inauguration, on les a réunis autour d'un repas. Depuis l'enseignant du maternel jusqu'à la promotrice de mémoire, qui était assis autour d'un et qui se parlait, qui se dit « Ah, vous avez fait ça !» Et puis il y en a une qui est venue me trouver, qui m'a dit « Mais moi, je ne me rendais pas compte que j'étais là quelque part dans la chaîne de montage. C'est fabuleux de se rendre compte de ça. » Et nous avons rendu hommage à M. Poumet, ce directeur qui en 1994 a dit « Je ne retiens personne ». Il a vécu juste assez longtemps pour savoir que la porte qu'il avait ouverte à Antoine lui avait permis d'aller au bout du chemin. Et des M. Poumet et des enseignants tels qu'Antoine en a rencontrés, il y en a plein dans nos écoles. Et donc les textes de loi, c'est important, les procédures, c'est important, mais les personnes, c'est fondamental, et la qualité de la communication qu'on établit entre famille et école, ça, c'est vraiment l'ingrédient de base à la scolarité de nos enfants. Voilà, j'ai fait tout le tour. Merci Thérèse, c'était extrêmement complet. Bien sûr, suite à tout ça, nous aurons énormément de questions. J'inviterai les internautes à ne pas hésiter à nous contacter, soit via notre chaîne YouTube, soit via le mail. On mettra aussi vos coordonnées par mail sur cette vidéo. Et bien entendu, on vous invitera pour notre prochaine opération Chaussée Bleue qui, espérons, sera hors confinement. Avec plaisir. Où là, on aura très certainement énormément de questions à vous poser. C'est extrêmement complet. Bien sûr, on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire et vraiment à améliorer les conditions pour les personnes, pour les enfants autistes, mais aussi tout enfant porteur d'un handicap. Ce combat-là, il est pour notre enfant, mais aussi pour tout enfant, pour une vraie justice. Un grand merci Voilà. et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.